autre chose. Je pense que c'est... Je vois, quand tu te trouves en relation quelconque avec des anciens ennemis, qui ne sont pas que le gauche, ils apprécient beaucoup plus de gens qui font comme ça que de gens qui commencent à essayer de trouver une solution démocrate pour dire sans dire. Donc, je pense que c'est au contraire, c'est plus efficace. Et les relations, parce que plusieurs fois tu nous as parlé des contacts avec des personnes de l'extrême gauche, même pendant la lutte armée, pendant les années de plomb, les contacts existent réellement, il y a un objectif plus ou moins commun ou Non, il n'y a pas d'objectif commun, mais il y a de plus en plus d'intérêt de leur part. C'est eux qui vont vers vous, en fait, ah, oui, qui se rendent compte qu'ils sont trompés. Non, enfin, n'exagérons rien. Ça arrive avec Hans Malheur, avec voilà. qui était fait partie des fractions armées rouges. Disons que normalement, l'attitude dans laquelle ils arrivent, et nous tous, nous nous sommes trompés, mais on voit, d'après ce que vous faites, des choses intéressantes, il faut vraiment tout renouveler. Ils disent pas, nous sommes trompés, vous n'êtes pas trompés. Alors, on essaie de leur expliquer que nous nous sommes trompés beaucoup, mais pas autant qu'eux, mais ça c'est autre chose. Et ça peut déboucher jusqu'où, en fait, à part ces personnes-là? Non, mais qui on peut attirer alors, plus dans la jeunesse, ou des personnes qui... alors, non. Socialistes, ou dans tout. Apolitique, tout. Bon, alors, on ne sait pas à quoi ça mènera. Pour l'instant, il y a des gens qui s'intéressent, même de gauche, qui font des thèses universitaires sur la concession de la participation dans les usines à l'époque vues par l'extrême droite, de gens qui ont fait même de thèses sur la Casa Pound, etc. Donc c'est une fascination qui a pris à gauche toute seule. Alors, je ne sais pas où est-ce que ça va arriver, mais ça n'a aucune importance. L'importance, ce n'est pas... En fait, je ne suis pas pour faire l'alliance entre les extrêmes, parce que deux faiblesses n'ont jamais fait autre chose qu'une faiblesse encore plus faible. Je suis pour le dépassement des dogmes idiots, ce qui est tout à fait autre chose. Donc, je crois que ce genre de choses pourra aider à faire tomber plusieurs dogmes, et en faisant tomber plusieurs dogmes, pourra aider à créer des phénomènes d'attrayance par les gens, ce qui est quand même, si on revient à notre fois passée, c'est exactement ce qui s'est passé aux années 20, aux années 30. Parce que, bon, c'était l'ensemble de plusieurs forces, et c'était, si tu veux, beaucoup de gens qui venaient de l'extrême gauche, ou qui venaient de la droite catholique, par exemple, et qui se sont battus ensemble. Parce qu'en fait, la différence entre, le fascisme et la démocratie, justement, celui-ci, les fascismes représentent toutes les cultures, toutes les idées d'une nation. La démocratie représente la destruction d'une nation par un départage oligarchique, c'est tout. Donc, c'est bien en soi. Ce n'est pas pour faire ensemble une lutte entre de perdants aguerris. Je suis pas d'accord. Est-ce que vous avez comme projet, après les occupation conformes ou le syndicat étudiant, de rentrer justement dans le syndicat justement civil, ou dans les prud'hommes, ou J'espère que non. J'espère que tous les inagables disparaissent le plus vite possible. Comme ça, on va peut-être créer d'emblée un niveau de tribunat. En fait, la grande importance en France, ça arrive par Sarkozy, en Italie par Berlusconi, donc c'est pas la même chose. Mais ce qui arrive, c'est une démocratie de plus en plus autocrate, et la déstructuration de tous les filtres qui étaient entre le peuple et le pouvoir. Ce qui est magnifique, parce que l'autocratie permet aux gens de pouvoir se mettre selon leurs capacités de façon à discuter. Donc j'espère que tous les syndicats disparaissent. Comme ça, on va avoir peut-être les possibilités d'organiser les gens. Mais ça, c'est mon avis. Hein. Et pour le faire disparaître, il y a pas de possibilité de vous-même de rentrer dans Non, j'espère que non. Hein. Après le champ électoral, ça sera la deuxième. Non, c'est encore pire. À quoi ça sert? C'est aussi une manne financière, ou de communication, d'un certain pouvoir. Mais les syndicats n'ont plus de sens. N'ont plus de sens parce que le marché du travail est complètement changé. Pour créer alors, il faudrait des structures légères qui se fondent sur une logique à la fois
entre le syndicalisme révolutionnaire et la cogestion. Donc, pour arriver à créer ceci, avec aussi un ensemble qui peut faire l'intérêt commun, il faut d'abord que tout implose. Pourquoi tu dois mettre dans des structures qui doivent imploser? C'est pas la peine, tu perds ton temps. Il vaut mieux plutôt préparer les choses pour elles vont obligatoirement imploser, non rien. Sauf le fait de toucher l'argent public, ils n'ont plus rien. Ce qui est déjà intéressant. Oui, mais non, tu ne vas pas toucher l'argent public. Et puis surtout pas, si tu veux être libre, tu ne dois pas prendre l'argent public, tu dois produire l'argent. Quand tu commences à toucher de l'argent, tu n'es plus libre. C'est pas parce que tu es corrompu, c'est parce que tu ne peux pas t'en passer. Donc, toute organisation qui touche de l'argent public est finie. Donc vous restez principalement, pour l'instant, sur un combat culturel, en fait. C'est le genre agressif de droite, ou via peut-être les librairies, ou via... Attends, qu'est-ce que ça veut dire culturel? C'est tout ce qui touche justement aux journaux, à la musique, non. Au théâtre. Je sais qu'il y a un centre de théâtre qui a eu justement un attentat il n'y a pas très longtemps. Oui, non. Mais ça, est-ce que ça va apporter non, mais politique alors, ce que tu appelles le culturel n'a aucune importance, ou une très faible importance. Ce qui est important, c'est ce qui est structurel. Donc, ce que tu fais à niveau quand tu arrives à acquérir des petits groupes de gens qui peuvent produire justement, être libres et créer du travail, et créer des choses, d'un côté. De l'autre côté, tout ce que tu arrives à faire à niveau social, donc à niveau d'organisation sociale, ce qui n'est pas du tout culturel, ce qui est hyper politique, mais qui est efficace dans la mesure où il est libre. Donc, aller à essayer de rentrer dans un mammouth tels que sont les syndicats actuels, se servirait seulement à ne pas être libre. Mais ça n'apporterait nulle part, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Mais non seulement, ils n'ont aucun pouvoir, je veux dire, ils n'ont même pas les outils pour faire quelque chose. Parce que, d'abord, il y a tellement de travail précaire, et les travailleurs précaires, tu ne veux pas défendre de la façon habituelle de syndicat. Par la suite, la législation n'est plus nationale, et par la suite, les intérêts des capitaux sont ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire un syndicat? Rien. La seule chose que tu peux faire, c'est organiser les travailleurs de façon qu'ils deviennent propriétaires de quelque chose. Après, je parlais plus du niveau grand culturel, du coup, théâtre, cinéma... oui, mais sans parler des syndicats. Ouais, ça c'est bon, mais ça, ça fait partie d'un... Ce n'est pas ça qui te fait... je veux dire, les gens vont à Casa Pound parce qu'il y a l'occupation, ils vont pas à Casa Pound parce qu'ils jouent la guitare. Oui, mais peut-être certaines personnes peuvent être attirées aussi par ça. Mais oui. Et après, Mais oui, oh, non. Non. Oui. Si certaines personnes sont attirées par ça, oui. Qu'après ils fassent quelque chose d'autre, non. Ça, c'est la trahison, ça vient d'autres... Et vu que les nations n'ont plus qu'à pouvoir, est-ce que tu penses que l'Europe peut apporter quelque chose, ou peut au contraire, ce côté néfaste, peut accélérer les choses? Et qu'elle peut avoir le rôle de l'Allemagne, d'ailleurs, dont tu parles assez peu, et de la Russie, puisqu'on parle souvent en France de la manque de gros sous, de l'axe Paris-Rome-Berlin, ou pas Paris-Berlin-Moscou, exactement. Est-ce que ça peut, dans le futur, nous apporter des... Ah, ça, je ne sais pas. Mais je ne pense qu'il y a... Alors, partant de choses telles... actuellement, ce que j'entrevois, c'est que... Bon, ça c'est assez normal, que les équilibres auxquels nous avons été habitués, et même s'ils sont tombés depuis 20 ans, les gens continuent à réfléchir grosso modo comme s'il y avait ces équilibres, c'est-à-dire l'équilibre, le bipolarisme n'existe plus. L'unipolarisme américain a fait faillite. Ce qui ne veut pas dire parce que les Américains sont prêts à disparaître, parce que bon, nous faisons toujours des raccourcis trop vite, mais il a fait faillite, et nous avons actuellement plusieurs acteurs. Les acteurs qui montent sont tous à niveau de grande puissance continentale. En plus, l'économie est hyper internationalisée. Donc,
Donc, soit l'Europe s'est fait, soit elle disparaît. Point. Donc, toute bataille souverainiste anti-européenne, ça n'aide pour moi que les Américains, pour commencer. C'est l'a dit. Oui, parce que par exemple, l'un des très grands problèmes de l'Amérique, de la crise d'Amérique, a été la compétition par l'euro. L'euro a mis énormément en difficulté le dollar. Tous les pays qui ont été attaqués par l'Amérique étaient des pays qui voulaient passer à l'euro. Donc, par exemple, le discours revenons au front, revenons à la lire, par exemple, ça ne servirait qu'à aider les Américains, à part que ça ne se verra pas. Alors, ce qui arrive à l'Europe, parce que c'est un clivage très important, nous avons une chose positive et deux choses négatives. Alors, deux choses négatives, normalement, priment sur une chose positive. La chose positive, c'est que dans un monde qui est matérialiste et capitaliste, la grande partie de l'industrie et de l'économie européenne est de plus en plus liée vers la Russie. Ce qui explique, par exemple, comment et pourquoi, après l'histoire de la Géorgie, nous avons le média qui tiennent pour les États-Unis, mais les Européens tous qui tiennent, grosso modo, d'une façon plus ou moins nuancée, qui quand même ont répété ce que Medvedev voulait. Ça explique parce que justement, dans un pays, dans une civilisation marchande, ce qui compte, c'est l'intérêt marchand. Alors, les intérêts marchands actuellement vont dans la bonne direction, et ça, c'est la chose positive. Puis nous avons deux choses négatives, évidemment. La moins importante est celle que les Américains, en l'ayant carrément compris, après avoir réussi à se sauver grosso modo par l'attaque politique très intéressante qui avait été menée par le couple Kohl-Mitterrand, ils ont commencé à créer leur propre classe politique pour faire la médiation, surtout en France et en Allemagne. Donc la France et l'Allemagne sont politiquement gérés par des politiciens qui sont dans l'ensemble, dans les côtés atlantistes, mais qui doivent quand même gérer une politique qui est obligatoirement, pour des intérêts économiques et géopolitiques, contraire aux intérêts de leurs patrons. Donc c'est un truc négatif, mais c'est le moins négatif. Le plus négatif, c'est ce qui concerne évidemment la question démographie-immigration, ce qui crée de gros problèmes sur l'avenir. Bon, alors, qu'est-ce que ça va devenir l'Europe? C'est assez impossible à dire. Tout dépend de quels seront les résultats des différentes crises dans les prochains 4-5 ans, sur le plan américain déjà, et en Europe aussi. Mais bon, soit on fait l'Europe, soit on devienne le quatrième monde. Il n'y a pas de trois solutions là. Et comment fais-tu pour justement pas sombrer dans les dérives de Faye et de Benoît dont je parlais tout à l'heure, hein, et de rester justement sur des choses essentielles et pas trouver que les ennemis de nos ennemis sont nos amis et ainsi de suite. Comment juges-tu en fait les évolutions idéologiques? Je ne trouve pas des ennemis de nos ennemis, c'est plutôt pour ça. Je le cherche, mais je ne le trouve pas. Je pense que malgré tout, ceux qui ont gagné la guerre contre le peuple, ce sont les criminels, c'est les crimes organisés. Et les crimes organisés, c'est aussi une mentalité. Alors finalement, quand je vois qu'ils ont tous la même mentalité des criminels, quand je parle de criminels, je parle dans la façon dans laquelle ils se départagent le petit pouvoir, où ils vendent leurs propres gens. Je pense que les soi-disant adversaires des adversaires, c'est pareil aux adversaires, c'est tout. Et pour ma part, ça sera plus ou moins la dernière question. Après, justement, vous pourrez réagir selon ce que vous voulez. Dans ces dictionnaires, il n'est pratiquement pas question de l'immigration, qui est vraiment la discussion numéro 1, notamment en France et dans la région. Oui, parce que c'est un... Non, c'est simplement pour... une conséquence, en fait. Non, je t'explique. C'est parce que je l'ai traduit de l'italien. Et l'Italie, c'est pas un problème? Non, c'est pas ça. Et ce qu'on venait justement d'éditer, 140 pages sur l'immigration.
Donc au moins, c'était édité un mois avant, donc c'est pas maintenant, mais c'est tout, simplement. S'il n'y a pas de... un travail de 140 pages sur l'immigration italienne. Vu de tous les côtés, et non seulement vu de tous les côtés, il faut aussi voir quels sont les éléments qui l'amènent. Et justement, c'est pour ça que je dis que c'est un tel. Alors, si l'on considère que, par exemple, la moitié du alors en Italie, je pense qu'en France c'est une chose pareille. En Italie, tu donnes le 8 par 1000 de tes revenus à l'église catholique ou à la synagogue ou à l'église protestante ou bien, je sais plus, à 4 ou 5 trucs. Et puis tu peux donner le 5 pour 1000 aux associations que tu veux. Bon. Alors, la moitié du 8 pour 1000 de l'église catholique est donnée avec, ils le disent avec énorme joie, est utilisée pour favoriser l'immigration clandestine, pour donner une idée. Alors, mais c'est des prélèvements obligatoires. Obligatoires. Parce qu'en France, il y a la séparation entre l'Église et l'État. Le 5 pour 1000, le 8 pour 1000, est obligatoire. Le 5 pour 1000, non. Le 5 pour 1000, normalement, va pour enfin, nous avons, s'il faut ça, alors, il y a des choses. Tu peux t'occuper de quelque chose en créant des slogans. Le seul résultat quand tu as créé le slogan, c'est que la chose est plus forte le jour après. Tu peux t'occuper de quelque chose en essayant de structurer les éléments qui l'amènent. Alors il faut s'apprendre aux choses. Donc il faut voir quels sont les éléments qui mènent ceci, qui mènent cela. Alors si tu le vois, tu peux les attaquer. Mais les attaquer, ça veut dire faire par exemple des propositions précises. Une proposition précise qui va contre évidemment les intérêts qui mènent à l'immigration, c'est les cotisations bloquées dans le pays sur un fonds, dans le pays de provenance, sur un fonds d'achat, par exemple. Une autre obligation, un autre élément, c'est de bloquer l'argent qui est donné aux associations qui s'occupent de l'intégration. Déjà, tu fais ceci, tu élimines un tiers du problème, par exemple. Au moins, tu proposes quelque chose qui marche. Parce que si tu proposes non, nous sommes contre, oui, nous sommes pour, hein, c'est un débat dans le vent. Et les gens te disent, de toute façon, ils sont là, ou de toute façon, ils vont arriver, de toute façon, on peut rien faire. Il faut que tu proposes des choses qui puissent faire changer la tendance, si elle existe. Bon, évidemment, l'Italie n'est pas la France, donc la situation est bien différente. Mais autrement, simplement de dénoncer les choses avec une excitation plus ou moins modérée, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas une réponse précise et concrète et immédiate, et que ça puisse être... Parce que si on le dit, je ferme les frontières, les gens se mettent à rire, parce que quelle frontière fermerais-tu? T'as vu l'Italie? Ils débarquent partout s'ils veulent.